Un soir en plein centre-ville de Roubaïa. 3 assaillants ont attaqué les habitants à coups de machette. Bilan, 12 morts, dont 3 femmes et un enfant de 5 ans. Sans doute un règlement de compte lié au marché noir du coltan qui gangrène la région. La revente clandestine est pratiquée à tous les niveaux, du simple mineur au responsable de site. Une grande partie de la production est vendue illégalement pour ne payer aucune taxe au gouvernement congolais. À Goma, nous nous faisons passer pour des commerçants désireux d'acheter du coltan de contrebande. Nous avons pris rendez-vous avec des trafiquants. Pour nous convaincre, ils nous présentent différents échantillons de coltan. Celui-là, il vient de... C'est de Massissi, celui-là? Oui, Massissi. Et où précisément? Ouais. Roubaïa? Selon ces commerçants, le coltan provient de la zone que nous venons de quitter. 90 $ le kilo? Oui. Ce coltan est libre de toute taxe. À ce prix-là, les trafiquants se chargent de livrer la marchandise de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. Ce pays est régulièrement accusé de stimuler sa croissance économique grâce aux minerais de contrebande en provenance de la RDC. Ce pillage se fait avec la complicité de militaires congolais, comme cet homme qui laisse passer les convois. Vous envoyez tous les jours du coltan passer? Il y a des jours où ça peut passer 2-3 tonnes, voire même, on peut aller même jusqu'à 10 tonnes par jour. Comme tous les fonctionnaires congolais, ce militaire touche un petit salaire. Le mois, avec le coltan, je peux facilement gagner 1 000 $ par jour. Donc tout le monde le fait? Oui, si je trouve par exemple des trafiquants qui viennent me proposer, voici 500 $ ou 1 000 $. Là, c'est clair, je ne peux pas refuser. Moi qui gagne 80 $ le mois, quand je trouve 1 000 $ en un seul jour, c'est facile. La RDC est l'un des 20 États les plus corrompus de la planète. Au total, la corruption ferait perdre 13 milliards d'euros à l'État congolais chaque année. Malgré tous ces trafics, le secteur minier est une locomotive pour la RDC. Grâce à lui, le pays a connu une croissance de près de 6% en 2018. La vitrine de cette réussite économique se trouve à Kinshasa, la capitale, autour du boulevard du 30 juin. 30 juin 1960, c'est la date de l'indépendance accordée après presque un siècle de domination belge. C'est dans ce quartier des affaires que nous retrouvons Olivier, le jeune banquier qui a emménagé à la Cité du Fleuve il y a quelques semaines avec sa femme Naomi. Un cheesecake? Oui, j'adore ça. Ouais, j'aime bien aussi. Ou alors la tarte aux pommes? Quand j'étais enfant, ça n'existait pas encore ça. Ces pâtisseries coûtent dans les 4 € pièce, le même prix qu'en France. Un luxe à Kinshasa. Mais ça fait 27 $, c'est tout. 25 €, c'est presque le salaire moyen dans le pays. Mais cela ne semble pas déranger Olivier. C'est pas cher, ça va. Même si les cadres aux revenus confortables ne représentent encore qu'une infime partie de la population, petit à petit, de nouveaux commerces arrivent en centre-ville. Il faut satisfaire cette clientèle au mode de vie occidental. Non, c'est pas celui qu'on utilise d'habitude. Ce supermarché a adapté son offre en rayon. Des capsules de café aux fromages européens en passant par les céréales, on retrouve tout ce qui se vend dans les pays riches. Ok, c'est bon? On a tout ce qu'il faut? Il manque du jus. Le jus. Mais pour ces produits importés, les prix sont exorbitants. 31 000. Et c'est combien en dollars? Ça fait dans les 20 $. C'est trop cher. Enfin, je peux pas parler pour tout le monde, mais 20 $, c'est quand même trop cher pour un jus d'orange. Je ne dépenserai pas autant d'argent pour un jus. La plupart des produits importés sont très chers.
Pour un lot de 4 yaourts, il faut compter presque 9 €. La boîte de céréales est à 11 €, soit 3 fois plus cher qu'en France. Le problème, c'est que les gens, dès qu'on parle du Congo, ils pensent à la guerre, ils croient qu'on vit dans la jungle et qu'on est toujours sous-développé. Ce type de supermarché en centre-ville séduit de plus en plus les clients aux revenus très confortables et qui ont vécu à l'étranger, comme Olivier et Naomi. Honnêtement, je ne peux même pas m'imaginer aller au marché dans la rue ici. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand on a déménagé, c'est « Oh mon Dieu, je vais devoir aller au marché, acheter des trucs comme ça ». Enfin, vous voyez, si ces magasins n'existaient pas, je ne sais même pas si on mangerait. Naomi fait attention à son équilibre alimentaire, car elle est enceinte. Ce sera un garçon et l'accouchement est prévu dans 3 mois. C'est un petit garçon. Je suis un peu stressée, mais heureuse en même temps. Bon, c'est normal, comme tous les jeunes parents, on n'a jamais élevé d'enfants. C'est le scénario parfait pour le couple qui a eu le temps de s'installer. Chérie, la table est prête? Je pense qu'on est bon. Petit à petit, leur appartement est devenu plus cosy. Comme tous les dimanches soirs, ils reçoivent Fabien, le meilleur ami d'Olivier. Notre Père qui est aux cieux, merci pour ce repas. Un repas qui est aussi l'occasion d'envisager l'avenir de leur futur enfant. Sans doute en République démocratique du Congo. S'il veut devenir médecin aujourd'hui, on a les moyens pour lui payer des études de médecine. S'il veut devenir sportif, on a assez de moyens pour le mettre dans une académie et faire du football, du basket. Moi, je veux qu'il soit entrepreneur. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit son propre patron. Je ne veux pas qu'il passe sa vie à travailler pour quelqu'un d'autre. Entrepreneur, un statut qui fait rêver les jeunes Congolais. Les besoins sont immenses et les réussites tout autant. Ce soir à Kinshasa, l'un d'entre eux fait un gros contrat. Il s'appelle Eric Monga. Ce chef d'entreprise est aussi à la tête d'une organisation patronale. On porte un toast pour le futur de nos affaires. Beaucoup de succès dans votre entreprise. Les amis d'Eric dégustent les meilleurs champagnes. Il fête une bonne nouvelle. L'homme d'affaires revient tout juste de Floride aux États-Unis, où il a rencontré des investisseurs. Il est en passe de les convaincre de financer son projet un peu fou, qui va coûter la bagatelle de 265 millions d'euros. Il a négocié un contrat qui a abouti, que je ne peux pas dévoiler ici. Ça vaut la peine de prendre quand même un verre de champagne par rapport au contrat que notre ami vient de négocier. Eric veut construire ce qui sera l'un des plus gros barrages de la RDC. Aujourd'hui, moins de 2 Congolais sur 10 sont raccordés au réseau électrique. Avec ce nouvel ouvrage, Eric espère combler une partie de ce retard. Chaque fois que nous sommes devant un problème, il y a une opportunité d'affaires qui vient derrière. La population doit manger, la population doit se vêtir, et nous, pour l'instant, nous voulons donner l'année prochaine l'électricité à la population. À terme, Eric va améliorer les conditions de vie d'une partie des 81 millions de ses concitoyens. L'homme d'affaires est originaire de Lubumbashi, dans le sud du Congo. Il y a fait fortune dans l'analyse des minerais. L'entrepreneur part aujourd'hui en expédition sur le site de son futur barrage. Hey, Isaac, on va y aller. Il se trouve à 350 km de là. Eric a l'intention de vérifier le débit de la rivière. Mais la route est extrêmement dangereuse. Eric demande à ses collègues d'être prudents. Donc on vous attend directement à Kalera. N'oubliez pas qu'on doit faire la route de jour, hein. On ne veut pas rouler de nuit. Aucun éclairage, très peu de marquage, des nids de poules un peu partout. La Nationale 1 qui traverse le Katanga est un des axes de circulation les plus meurtriers du pays. Chaque jour, elle est empruntée par de nombreux camions transportant du minerai
et des produits chimiques utilisés par l'industrie minière. Acide. Sur cette route, les chauffeurs n'hésitent pas à prendre tous les risques pour livrer toujours plus vite leurs précieuses marchandises. Les routes de Congo tuent. Les accidents sont nombreux. Il y a des conducteurs fous. 3 des 11 passagers de ce véhicule viennent de perdre la vie il y a seulement quelques heures. Cela ne refroidit pas les chauffards. Eric est inquiet. Une voiture lancée à vive allure le colle tout d'un coup d'un peu trop près. Il y a un monsieur derrière là qui fait tellement qui veut nous dépasser, qui fait le fou, qui est vraiment impatient. Il nous met tous en danger là, monsieur. Malgré la visibilité réduite, le chauffard se lance. Oui, on dirait qu'il fuit la police. Une petite guerre, mais quoi, pour gagner quoi? Pour gagner, de mettre les vies en danger des autres. Après 3 heures d'une route éprouvante, Eric peut enfin souffler. Il quitte la Nationale 1 pour rejoindre une longue piste de 100 km, beaucoup moins fréquentée. La région où sera bientôt implanté son barrage est très peu habitée. Pour le construire, il va falloir faire venir des ouvriers de très loin. Mais le défi vaut la peine d'être relevé. Ça va rapporter près de $1 million par mois. C'est une belle enveloppe. Et là, oh pardon, c'est ça la brousse. En attendant, Eric a installé un campement en pleine nature qui accueille une dizaine d'ingénieurs. Vous allez bien ici? Ça va? Bonjour. Body. Ses employés vivent ici depuis 1 an en totale autonomie. Ils disposent d'une citerne d'eau, d'un groupe électrogène et d'un simple abri pour l'outillage. Quand est-ce que le soleil se couche ces jours ici? 18h15 à peu près. Hein. Donc on a encore 40 minutes. Tu dois voir vraiment le niveau d'eau aujourd'hui. Malgré la fatigue du voyage, l'homme d'affaires ne perd pas de temps. Il conduit son équipe au bord de la rivière, l'Oufira. C'est elle qui va alimenter le barrage. Eric vérifie la hauteur et le débit du cours d'eau. Et là, si tu lis, c'est à combien? La hauteur actuelle de l'eau est à 1,63 m. 1,63 m par rapport à l'échelle là-bas. Le projet a déjà passé avec succès toutes les études de faisabilité. Nous sommes à peu près à 735 mètres et le barrage va arriver à 830 mètres. L'eau va s'arrêter au premier niveau là, presque à la lisière de là où le soleil s'arrête. Au-dessus là-bas. Donc tout ça sera le lac qui sera par là. L'ouvrage sera parmi les 5 plus grands barrages du Congo. Haut de 90 mètres, il produira 150 MW, de quoi alimenter en électricité 500 000 habitants, l'équivalent d'une ville comme Lyon. La construction du barrage devrait créer plus de 3000 emplois et booster l'économie de la région. Construire quelque chose dans la vie qui reste, qui peut servir à toute une communauté. Rendre heureux tous les paysans qui n'attendent que ça, qui n'attendent que cette énergie pour se développer. Plusieurs investisseurs sérieux, notamment américains, ont confirmé leur intérêt pour ce projet. Eric espère réunir d'ici 3 ans les 265 millions d'euros nécessaires. De retour au campement, il a une petite surprise pour son équipe. Un proverbe ici qui dit Kutoma de Kwambaoula. Ça veut dire buvez et parlez. Il a demandé à son cuisinier de préparer un repas de fête à base de plats traditionnels. Ça, c'est les ngaïngaï cultivés à Boari. Boari, c'est tout près d'ici. Tout près d'ici. Ça, c'est les lengalenga. Lengalenga. Oui, les amarantes. Cultivés aussi à Boari. À Boari. Donc. Merci. Dans ce pays, l'un des moins développés au monde, les opportunités pour réussir sont très nombreuses selon Eric. Il suffit pour lui d'oser sortir des sentiers battus et se lancer. Nous avons vu beaucoup de gens venir au Congo, aller là où c'est difficile, là où il n'y a rien, et s'en sortir. Et pourquoi pas moi? Voilà, il faut, le Congo c'est ça. Le Congo, le matin tu peux te réveiller pauvre, le lendemain tu deviens riche parce que tu as travaillé.
Inspirés par l'audace et la réussite d'entrepreneurs comme Eric, de plus en plus de Congolais se lancent dans les affaires, espérant sortir de la pauvreté. C'est ce rêve qui anime tous les jours des milliers de femmes à Kinshasa. Dès 4 heures du matin, de tous les quartiers de la ville, elles viennent s'approvisionner chez ce grossiste en pain. Elles achètent de quoi faire leur petit commerce de la journée. Marie vient ici tous les matins pour la fournée de 6 heures. Je vais prendre 2 bacs. Marie est veuve depuis 6 mois. Elle a donc la lourde responsabilité de ramener seule de quoi nourrir sa famille. Attends, tiens-moi ça s'il te plaît. Pour moi, ce n'est pas très lourd. Je suis habituée à porter tout ça. C'est mon travail. Marie porte sur la tête plus de 15 kilos de marchandises. Comme chaque jour, elle installe son stand à un endroit stratégique qui lui permet d'avoir de nombreux clients. Donne-moi un gâteau. Il a combien? Le cake est à 300 francs. Ok, j'en prends un. Je vais t'en donner 2. Je t'en donne 2 parce que tu es un peu maigri. Merci beaucoup. Je viens acheter le pain chez Marie parce que je passe toujours par ici. J'aime bien, c'est propre et elle prend bien soin de son stand. Grâce à son sourire et sa gentillesse, Marie parvient à attirer beaucoup de monde. C'est une bonne journée. Ça va, c'est bien. Marie gagne 60 € par jour grâce à cette petite échoppe. Elle croit en son activité et songe à ouvrir d'autres stands comme celui-ci. Elle se prend même à rêver de faire fortune. Il faut savoir gérer. Si tu sais bien gérer ton commerce, tu peux devenir millionnaire. Si tu ne sais pas le gérer, tu ne pourras jamais devenir millionnaire. Il faut être malin, réfléchir et bien gérer son commerce. Mais le chemin est encore long car la recette nette d'une journée de travail pour Marie n'est que de 18 €. Et un tiers de cette somme est consacré à la location de son appartement. Une modeste pension avec cuisine sur le palier. Ça, c'est le fond de bois. Je mets du beurre de cacahuète, après de l'ail, du piment, des oignons et du poisson. À l'intérieur, une pièce unique qui fait office de chambre et de salon pour Marie et sa fille. Sarah est la cadette de ses 5 enfants. Ça, c'est Déborah et Israël. C'est le jour où Israël a passé son bac. Avec un salaire supérieur à 400 € par mois, Marie pourrait habiter dans un appartement plus grand. C'est super bon. Mais elle préfère économiser sur son logement pour financer les études de ses enfants. Je dois payer la scolarité de mes enfants toute seule. La même année, j'ai dû payer celle de Déborah et Israël. Tu te rends compte, payer les frais de scolarité de 2 enfants en même temps? Et j'ai encore une fille, Marjorie. Et là, je vais commencer à payer aussi pour Josepha et Jordi. Et je suis toute seule. Leur scolarité lui coûte 30 € par mois. De quoi leur donner les bonnes armes pour nourrir eux aussi des rêves de réussite. C'est possible que je devienne millionnaire comme d'autres, mais j'y arriverai seulement si Dieu le veut. S'il m'aide, ça ira. Comme 90% des Congolais, Marie et sa fille Sarah sont chrétiennes. Elles suivent un courant évangélique. La commerçante fréquente un temple 3 fois par semaine. Elle rend grâce à Dieu de l'avoir épargnée de la misère. Dieu est très important pour moi. C'est grâce à lui que j'ai cette vie. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique, les églises évangéliques prospèrent en RDC. En exploitant cette foi ardente des Congolais, certains leaders religieux sont devenus millionnaires. Ce dimanche matin à Kinshasa, toutes les grandes avenues de la ville
habituellement très fréquentées, sont étrangement désertes. Des dizaines de milliers de personnes convergent depuis l'aube vers le plus grand stade de toute l'Afrique centrale. Allez, faut y aller là. Les 80 000 personnes que l'on attend ce matin ne sont pas là pour assister à un match de foot, ni à un concert géant. Elles sont venues tout simplement entendre la bonne parole d'un homme qui vend un jus au pouvoir supposé extraordinaire. Nous croyons toujours au miracle du prophète. Devant la morgue, j'ai pris un verre de jus, et le ventre qui était comme ça, verdâtre, ça s'est abaissé directement. Je suis témoin vivant, il est prophète, il est prophète. Caméraman et photographe, pom-pom girl, policier sur le qui-vive, c'est l'un des événements les plus importants de l'année. Il est d'ailleurs retransmis en direct à la télévision. Et ici, la star que tout le monde attend se fait appeler le prophète. Il habite à quelques kilomètres du stade. Nous allons le retrouver à son domicile, où son escorte est déjà prête, tirée à 4 épingles. Ses gardes du corps sont aussi ses disciples. Le prophète Condé, il est vraiment un homme de Dieu, un envoyé de Dieu. Il fait tout ce que Jésus a fait. Le prophète Condé fait aussi ça. Donc, il est vraiment homme de Dieu, c'est notre prophète, et c'est Dieu qui nous a envoyés ici dans notre pays. Le prophète Condé, c'est cet homme avec une chemise à fleurs. Dominique, de son prénom, a créé au Congo une église chrétienne. Il revendique 5 millions de fidèles. Un succès qui ferait des jaloux. Dominique Condé prétend recevoir régulièrement des menaces de mort. Je subis aussi beaucoup de problèmes, de menaces à mort. Tout le temps. Des menaces de mort? Oui, même en Angola, il y a des criminels qui sont entrés pour venir m'abattre. Ils sont entrés avec des pistolets. Dans son salon, le prétendu prophète est fier de nous montrer ses dizaines de diplômes. Celui-ci le reconnaît comme étant un scientifique, un savant et un ministre universel, serviteur de la paix. Il aurait reçu aussi des mains de l'ex-président Joseph Kabila la médaille du mérite civique. Il brandit aussi fièrement un curieux diplôme frappé du drapeau européen qui le félicite d'avoir introduit l'usage du jus qui délivre et qui sauve. Vous êtes un docteur. Bon, tout cela, ça peut venir, on peut vous appeler, on peut vous donner beaucoup de titres, mais un jour viendra, on ne saurait plus. Le prophète ne répond pas vraiment à la question, mais ce jus, soi-disant miraculeux, a fait sa fortune et celle de son église. Ses premiers clients, ce sont ses nombreux fidèles. Il est 14 h, Dominique Condé, entouré de ses gardes du corps, bien armés, part pour le stade. Mais on est là tout simplement pour essayer de remonter ceux qui sont faibles, de conseiller, de prodiguer des conseils à ceux qui sont dépourvus de moyens, dépourvus d'essence, pour qu'ils puissent vivre, même dans la disette, mais avec beaucoup d'aisance. Dès son apparition, l'homme est acclamé par une foule en liesse. Avant de monter sur scène, Dominique Condé salue dans les tribunes Bruno Tshibala, alors Premier ministre du pays. Après un temps de prière et de chant religieux, le prophète fait son sermon, un appel pour que chacun croie en sa bonne étoile. Ils ne veulent pas que vous réussissiez, que vous puissiez vivre dans l'opulence, dans l'abondance, dans la richesse, mais même dans la misère, même si vous souffrez de la faim, même si vous souffrez de la maladie, à partir du moment où vous détenez la vérité, alors vous avez tout. Amen, mes fidèles. N'ayez peur de rien. Amen, mes fidèles. Le prétendu prophète est un homme habile.
Il ne vend pas son jus soi-disant miraculeux dans des lieux publics comme un stade. Il les coule plus discrètement dans de petites paroisses éparpillées à travers le pays. C'est grâce à ce réseau qu'il aurait empoché d'ores et déjà des millions d'euros. Quelques jours plus tard, Dominique Condé tient une permanence à Matete, dans les faubourgs de Kinshasa. Sur le trottoir, devant l'entrée, ils sont déjà plus d'une centaine à attendre leur tour pour une consultation. Le prophète m'a dit d'arrêter de dépenser mon argent dans les hôpitaux. Il m'a dit de boire le jus et de prier. 11 heures, Dominique Condé arrive dans son gros 4x4 qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Amen. Merci. Tous ses fidèles sont venus chercher son remède, soi-disant magique. Mais avant de pouvoir se le procurer, il faut passer à la caisse et faire un petit don. Dominique Condé reçoit les malades à la chaîne. Cette femme a été victime d'une rupture d'anévrisme il y a 1 an. Je suis venue voir le prophète parce que je suis très malade. Ça fait des années que je suis malade et là je ne peux même plus marcher. Quand j'ai entendu parler des œuvres du prophète, j'ai demandé à ce qu'on m'amène à lui. Il faut lui donner du pétrole et la masser. Il faut lui faire des massages avec le pétrole. Ça peut être une bonne solution. J'ai la foi. Il va réussir à me guérir. Parfois, les consultations durent à peine quelques secondes. Il faut que tu prennes le jus de pétrole. La prescription est toujours la même. Tu prends du jus? Oui, j'en prends. Bon, c'est bien. Il faut continuer. L'ordonnance reçue, les malades sont dirigés vers la pièce d'à côté, qui fait office de pharmacie. Le fameux jus, le voici. Il est vendu dans de petites bouteilles d'eau usagées. Les fidèles sont persuadés qu'il fait des miracles. Ça guérit même les sida, même l'estomac, cancer du foie, même cirrhose du foie. J'ai été dans la maladie des sida, j'ai pesé